Je regardais par la fenêtre, observant la voiture s'éloigner lentement de l'allée, puis tourner à droite et disparaître au bout de la rue. Étonnamment, je n'ai pas ressenti la réaction émotionnelle à laquelle je m'attendais. 10 ans de ma vie venaient de s'envoler, et pourtant, je haussais les épaules avec détachement. J'aurais peut-être dû ressentir de la tristesse ou des regrets, mais à la place, je ne ressentais rien d'autre que de l'indifférence. Secouant la tête, je décidai de me changer les idées en réparant le robinet qui fuyait dans la cuisine. En me dirigeant vers l'évier, je me remémorais mentalement les événements de la dernière demi-heure. Quand je suis rentré du travail, j'ai été surpris de trouver ma femme, Peggy, déjà assise à la table de la cuisine avec un grand verre de vin devant elle. Il n'était pas inhabituel qu'elle rentre avant moi. Elle arrivait souvent une demi-heure après moi. Ce qui a attiré mon attention, c'était l'absence de dîner en préparation et la vision rare d'elle buvant du vin. Peggy ne buvait presque jamais, et son comportement ne faisait que renforcer mon soupçon que quelque chose n'allait pas. Sans perdre de temps, elle m'a demandé de m'asseoir et a admis avec une expression sombre qu'elle avait besoin de me parler. Attrapant une bière dans le frigo, je l'ai rejointe à la table. Elle m'a regardé, l'expression lourde, et a dit, « Rob, je sais que tu l'as remarqué aussi. Il y a cette distance entre nous depuis 6 mois. Je n'arrive pas à déterminer exactement pourquoi, si ça vient de mon côté ou du tien, mais elle est là. J'ai essayé de t'en parler, mais tout ce que tu dis, c'est que nous traversons une mauvaise passe et que les choses s'amélioreront. Mais j'en suis venu à la conclusion que nous avons besoin de t'en séparer. Pas un divorce, juste une séparation temporaire. J'ai l'impression d'avoir besoin d'être seul. Rob, j'ai besoin de prendre du recul. D'évaluer ma vie et de comprendre d'où vient ce fossé entre nous. Peut-être que ce temps séparé nous donnera à tous les deux la chance de réfléchir à notre relation sous des perspectives différentes. Allons, Peg, ai-je répondu. Ce n'est pas si grave. Chaque mariage a ses difficultés, mais nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes si nous ne restons pas ensemble et ne communiquons pas, parler ne changera rien, Rob, a-t-elle dit, sa voix teintée de tristesse. Tu ne vois qu'un seul problème dans notre mariage, le fait que nous ne soyons plus proches. Mais c'est plus profond que ça. Tu penses que la solution est que je me déshabille, que je te fasse l'amour. Et que cela réglera tout comme par magie. Mais je n'en ai même plus envie. Je ne sais pas pourquoi je recule à ton contact. Mais c'est le cas. Mon amour pour toi n'a pas changé. Mais quelque chose ne va pas. J'ai besoin de temps seul pour mettre de l'ordre dans mes sentiments et mes pensées. Il ne s'agit pas de jeter des décennies de mariage. Il s'agit de trouver un moyen de nous retrouver. J'ai l'impression que nous avons besoin de cette pause. Sur ce, elle s'est levée et a ajouté, j'ai déjà fait mes valises. Elles sont dans la voiture. Je vais rester chez ma sœur jusqu'à ce que je trouve un endroit à moi. Je t'appellerai une fois par semaine pour garder le contact. Puis, sans m'embrasser pour me dire au revoir, elle est partie en disant qu'elle devait retrouver Marie à 19h. Je suis resté là, abasourdi, la réalité de notre séparation s'imposant à moi. Pendant un certain temps, la nouvelle de notre séparation ne s'est pas répandue parmi nos amis. La plupart d'entre eux me soutenaient et essayaient de me remonter le moral pendant ce qu'ils savaient être une période difficile. Fidèle à sa parole, Peggy m'appelait chaque semaine pour prendre de mes nouvelles. Elle me demandait comment j'allais, et je lui disais toujours que je tenais le coup. Puis je lui demandais comment elle allait, et sa réponse était toujours la même. Elle allait bien. Chaque fois, je demandais prudemment si elle était prête à rentrer à la maison, mais sa réponse ne changeait jamais. Pas encore. Cependant, au fil des semaines, des rumeurs troublantes ont commencé à circuler. J'ai entendu des chuchotements selon lesquels Peggy avait un petit ami, qu'elle vivait avec lui. Au début, j'ai refusé d'y croire. Je m'accrochais à l'espoir que tout était comme elle me le disait, qu'elle avait juste besoin de temps seul pour rassembler ses pensées avant de revenir. Mais à mesure que les rumeurs se faisaient plus insistantes, je ne pouvais plus ignorer mes doutes. Déterminé à découvrir la vérité, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai commencé à essayer de découvrir où Peggy séjournait, avec l'intention d'enquêter discrètement et de mettre fin aux rumeurs une bonne fois pour toutes. Mes efforts, cependant, ont été vains. Personne à qui j'ai parlé n'a voulu ou pu me fournir la moindre information. Frustré et méfiant, je me suis confié à mes amis Tom et Tay lors d'un dîner. Je leur ai parlé des rumeurs et de mon projet d'engager un détective privé pour retrouver Peggy et découvrir la vérité. Pendant que je parlais, j'ai remarqué un échange de regards silencieux entre Tom et Tay.
Un coup d'œil rapide qui m'a fait soupçonner qu'ils en savaient plus qu'ils ne le laissaient paraître. Garde ton argent, Rob, a finalement dit Tom. Les rumeurs sont vraies. Parmi les gens qui savaient, beaucoup étaient au courant de ce qui se passait. Cependant, tu étais trop cher à leurs yeux pour que quiconque te dise la vérité. Dites-moi ce que c'est, ai-je demandé, bien qu'au fond de moi, je semblais déjà connaître la réponse. Peggy t'a quitté pour être avec Adam White, a répondu Tom. Adam White? Qui est-ce? Je n'ai jamais entendu parler de lui, ai-je demandé, incrédule. Il travaille avec Peggy, a expliqué Tom. Alors, elle m'a juste quitté pour vivre avec lui. Quelque chose ne colle pas. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement demandé le divorce si elle voulait être avec lui? Pourquoi passer par toute cette histoire de logement séparé? Tu connais Peggy, Rob, a répondu Tom. Elle planifie tout avec soin. C'est le genre de personne qui a toujours un plan de secours, une solution de repli au cas où son idée originale ne fonctionnerait pas. Après être sortie avec White pendant près d'1 an. Il semble qu'elle ait initié la séparation comme une stratégie de sortie. De cette façon, si la vie avec lui ne répondait pas à ses attentes, elle aurait un moyen de revenir. Tous nos amis étaient au courant. Mais personne n'a eu le cœur de te le dire. Agacé, je me suis levé, j'ai jeté ma serviette sur la table et je les ai remerciés sarcastiquement pour leur honnêteté avant de sortir de la maison en trombe. Sur le chemin du retour, je ne pouvais pas me défaire de la réalisation troublante de ce que je venais d'apprendre. Peggy et moi n'avions pas eu de relation intime depuis plus d'1 an parce qu'elle avait refusé. Je n'avais pas pu me blottir contre elle ni même la toucher parce qu'elle ne voulait pas de moi près d'elle. Et pendant tout ce temps, elle m'avait trahi. Bêtement, j'étais resté à la maison, prétendant être un partenaire fidèle et attendant qu'elle revienne. Pendant ce temps, mes soi-disant amis étaient au courant de son infidélité et n'ont rien fait pour m'aider. Ils m'ont laissé seul, à regarder les murs, à attendre. Mais maintenant, l'attente était terminée. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec l'agence d'investigation Corliss et leur ai versé un acompte. Je leur ai donné toutes les informations que j'avais sur le lieu de travail de Peggy et son amant, leur demandant de trouver tout ce qu'ils pouvaient sur eux deux. Ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire une liste de choses que je devais faire pour mettre fin à ma relation avec Peggy. Cependant, j'ai décidé d'attendre le rapport de l'agence de détective avant d'agir. Je voulais être parfaitement préparé. Après avoir fait la liste, j'ai commencé à penser à d'autres tâches qui nécessitaient mon attention. Cela faisait presque 16 mois que je n'avais pas eu de relation intime. Peggy m'avait refusé pendant une année entière avant notre rupture. Même si j'avais été un mari fidèle, je ne voulais pas rester célibataire maintenant que je connaissais la vérité sur son infidélité. Alors que j'étais assis à la table de la cuisine, réfléchissant à la manière d'aller de l'avant, les mots de Tom sur la nature calculatrice de Peggy résonnaient dans ma tête. Après avoir vécu avec elle si longtemps, j'ai réalisé qu'il avait raison. Il m'est apparu que Peggy avait probablement un plan tout prêt pour chaque issue possible, y compris ma découverte éventuelle de sa trahison. Peut-être avait-elle même anticipé ma réaction à la vérité. Son plan le plus ambitieux, semblait-il, était de vivre avec Adam White. Je l'imaginais m'observant de près, prête à utiliser le moindre faux pas contre moi en cas de divorce éventuel. Ma liste soigneusement compilée me semblait maintenant inutile. Il était clair qu'elle avait peut-être déjà anticipé chacun de mes mouvements. Je devais tout recommencer et élaborer un nouveau plan. Cette fois, j'ai réalisé que beaucoup des actions que je voulais entreprendre devaient être faites immédiatement. Le temps pressait et je devais agir rapidement pour me protéger de ces tactiques insidieuses. J'ai pensé à diverses façons de prendre le dessus, mais rien de concret ne m'est venu à l'esprit. Le lendemain, je suis allé à la banque pour déposer mon salaire. Pendant que j'y étais, j'ai décidé de vérifier le coffre-fort que Peggy et moi partagions. Quand j'ai remarqué que Peggy vérifiait le coffre régulièrement, j'ai réalisé qu'elle surveillait probablement mes actions. Cette pensée m'a troublé. Je savais qu'elle agirait rapidement si elle soupçonnait que j'étais au courant. Alors que j'étais là, à réfléchir à mes options, j'ai sorti 5 certificats de dépôt de leurs enveloppes en plastique et je suis monté à l'étage, vers la photocopieuse de la banque. J'ai fait des copies des 5 certificats, puis j'ai remis les originaux dans le tiroir. Tant que Peggy ne vérifierait pas le coffre elle-même, elle ne saurait pas que quelque chose avait changé. Sachant qu'elle me surveillait, j'ai mentionné nonchalamment à l'employé de la banque que je prévoyais un voyage de pêche au Mexique. Puis j'ai délibérément sorti mon passeport du tiroir, en m'assurant que cela paraisse anodin.
Après avoir quitté la banque, j'avais les 5 certificats bien cachés dans ma poche. À partir de ce moment, j'ai commencé à me rendre à la banque 2 fois par semaine, encaissant un certificat à la fois et payant la pénalité de retrait anticipé. Quand je rentrais chez moi, je cachais soigneusement l'argent liquide. J'évitais d'utiliser les cartes de crédit, craignant qu'elles ne laissent une trace ou ne causent des problèmes. Les seules cartes à mon nom étaient une American Express, qui exigeait un paiement intégral à la réception de la facture, plusieurs cartes de compagnie pétrolière et une carte Visa à faible limite. Tout était exclusivement à mon nom. Peggy, de son côté, avait une vaste collection de cartes de crédit émises à son seul nom. Beaucoup d'entre elles avaient des limites importantes. Comme j'étais responsable du paiement des factures mensuelles, je connaissais bien les détails de ces cartes et de leurs limites. Je continuais à gérer soigneusement les paiements, m'assurant que tout semblait normal pendant que je travaillais sur ma stratégie de sortie. Je gardais une trace des soldes de chaque carte de crédit de Peggy, en veillant à ce qu'il reste en règle. Je faisais toujours au moins le paiement minimum pour chaque carte. Une fois que j'ai fait la liste de ce dont j'avais besoin, j'ai passé les semaines suivantes à utiliser les cartes de crédit de Peggy pour mes achats. Mon intention était claire. Quand je partirais finalement, Peggy se retrouverait avec d'importantes dettes de cartes de crédit. J'ai été agréablement surpris de voir à quel point j'avais réussi à améliorer mes biens pendant cette période. J'ai acheté un tout nouvel ordinateur Dell avec toutes les dernières fonctionnalités. Une carabine Remington 700 grammes sur eBay, un appareil photo numérique et un téléphone mobile moderne qui semblait pouvoir tout faire. Quant à la maison, elle appartenait à Peggy. C'était son héritage de ses parents. Je n'en étais pas propriétaire, mais nous l'avions utilisée comme garantie pour une ligne de crédit afin d'installer une piscine et un jacuzzi. Heureusement, nous avions déjà remboursé le montant emprunté, ce qui signifiait que la ligne de crédit était toujours disponible. Si je jouais bien mes cartes, je pourrais y accéder avant que Peggy ne réalise ce que je faisais. J'ai commencé à comprendre pourquoi Peggy avait insisté pour que je reste dans sa maison pendant cette séparation d'essai au lieu de me demander de partir. En me permettant de rester, elle s'assurait que je continuerais à croire que la séparation était temporaire. Naturellement, j'aurais gardé l'espoir qu'elle revienne. Mais maintenant, ses motivations étaient claires pour moi, et j'ai décidé d'agir. J'ai liquidé mes comptes au travail, payé les pénalités associées et caché l'argent en lieu sûr. Puis, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai attendu le rapport des détectives privés. En même temps, je réfléchissais à la manière de procéder. Une chose qui me déconcertait était de savoir comment je pouvais agir discrètement sans risquer que Peggy ou quelqu'un qu'elle avait engagé ne m'espionne. Je ne pouvais pas me permettre de faire une erreur. Pour brouiller les pistes, j'ai conçu un plan. Je quitterais la ville pour le week-end sous le prétexte d'un voyage de pêche. Peggy connaissait mon amour pour la pêche, et les voyages que je faisais souvent étaient bien documentés par les poissons que je ramenais à la maison. Je doutais qu'elle irait jusqu'à engager un détective pour surveiller quelque chose d'aussi ordinaire qu'un voyage de pêche. De plus, elle ne ressentait probablement pas le besoin d'en faire trop. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais n'étais-je pas l'idiot de l'histoire? Ne m'avait-elle pas trompé pendant plus d'1 an? C'était vendredi, juste au moment où je me préparais à quitter le travail, que T m'a appelé et m'a demandé de passer chez elle en rentrant. J'ai essayé de refuser, mais elle a insisté sur le fait que c'était important. À contre-cœur, j'ai accepté. Quand je suis arrivé chez eux, T m'a accueilli chaleureusement et m'a conduit dans le salon où j'ai trouvé Tom assis dans un fauteuil. Il s'est levé, m'a serré la main et m'a invité à m'asseoir. « Mets-toi à l'aise pendant que je te sers une bière », a-t-il dit en se dirigeant vers la cuisine. Puis il a ajouté, « T a besoin de te parler, Rob, et je soutiens entièrement tout ce qu'elle a à dire. » Sur ce, il a quitté la pièce. Confus, j'ai échangé un regard perplexe avec T. Elle m'a fait signe de m'asseoir et a dit, « Rob, tu vas avoir besoin d'un verre avant qu'on commence à parler. » Quelques instants plus tard, Tom est revenu avec une Bud Light, me l'a tendue et a annoncé qu'il avait du travail à faire et qu'il rentrerait tard. Alors qu'il quittait la maison, T a compris que c'était le moment de commencer. « Rob, ton départ soudain du dîner ce soir-là nous a vraiment offensés », a commencé T. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais elle a levé la main et a continué, « S'il te plaît, laisse-moi finir. Bien que nous comprenions tes raisons. Cela nous a quand même blessés. Nous tenons beaucoup à toi et nous ne voulions pas te contrarier. C'est une situation difficile parce que Peggy est aussi mon amie. Mais nous espérions qu'elle comprendrait qu'elle t'appartient.
Nous savons que tu as des sentiments pour elle. Ou du moins que tu en avais, mais nous n'étions pas sûrs si ce qu'elle a fait était suffisant pour que tu lui pardonnes. Nous sommes restés silencieux parce que nous ne voulions pas aggraver les choses. Si tu t'es réconcilié avec elle sans connaître la vérité, et que tu découvres que tu ne peux pas vivre sans lui pardonner, c'est sur notre conscience. C'est notre excuse, Rob, mais ce n'est qu'une partie de la raison pour laquelle je voulais te parler. J'étais perplexe face à ces paroles. Que veux-tu dire, ai-je demandé. Elle a hésité avant de répondre. Rob, nous connaissons aussi tes actions récentes et le genre de personne que tu es. Tu es le genre d'homme qui serait fidèle à sa femme, pas quelqu'un qui s'abaisserait à la vengeance ou à quoi que ce soit d'imprudent. Mais depuis combien de temps n'as-tu pas été proche de quelqu'un? La question m'a complètement pris au dépourvu. J'ai bafouillé, ne sachant pas quoi répondre. C'est alors que j'ai remarqué ce que portais. Un chemisier décolleté qui mettait en valeur sa poitrine généreuse, une jupe courte qui dévoilait ses jambes, et des talons hauts qui ne faisaient qu'ajouter à son allure. Malgré notre amitié, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une réaction physique. Avant que je puisse répondre, je me suis souvenu du commentaire de Tom plus tôt, et soudain, les pièces du puzzle se sont assemblées. J'ai réalisé exactement où cette conversation menait. D'un ton bas, j'ai admis, ça fait 1 an et demi. Se penchant plus près, a murmuré, j'aimerais changer ça, Rob. Me sentant en conflit, je me suis figé. Je ne pouvais pas trahir mon ami Tom. Peu importe à quel point j'étais tenté, j'ai hésité, me préparant à me lever et à partir alors que la tension entre nous grandissait. Mais avant que je puisse bouger, m'a saisi le bras et m'a doucement ramené sur le siège. Ça ne dérange pas Tom, Rob, a-t-elle dit doucement. C'est pour ça qu'il est parti, pour nous donner un peu de temps seul. Ce n'est pas une offre par pitié. Tom et moi en parlons depuis des mois. Tu mérites ce dont nous avons besoin, alors j'espère que je peux t'aider et que tu peux nous aider, a expliqué Tay. J'étais pris au dépourvu. Je ne comprends pas de quoi tu parles, ai-je répondu, confus. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit sans embâge, pour faire simple, Rob, Tom est stérile, et nous voulons un bébé. Nous voulons que tu sois le père. J'étais abasourdi. Sans voix. Je la fixais. Finalement, j'ai dit, tu viens de me dire que tu croyais que je ne tromperais jamais Peggy. Oui, a-t-elle répondu, en posant sa main sur le renflement de mon pantalon. C'était avant que tu découvres les agissements de Peggy. Maintenant que tu connais la vérité, tu n'es plus lié à elle. Pourquoi moi, ai-je demandé, incrédule. Nous voulons que ce soit quelqu'un que nous connaissons qui soit le père, pas une personne au hasard. Nous voulons aussi que tu joues un certain rôle dans la vie de l'enfant en tant que son parrain. Tu serais toujours présent en tant qu'oncle Rob, a-t-elle expliqué calmement. C'est mal, ai-je protesté. C'est logique, a-t-elle insisté. Et si quelque chose arrivait à Tom et à moi? Qui d'autre qu'oncle Rob s'occuperait du bébé? Et si l'enfant avait besoin d'une greffe de foie ou d'une autre intervention médicale? Pourrions-nous faire confiance à un donneur anonyme? Même si nous en trouvions un. Serait-il prêt à aider? Et combien de temps devrions-nous attendre sur une liste de donneurs? Nous avons pensé à toutes les possibilités, Rob. Nous voulons que tu fasses partie de notre famille. Ou bien es-tu en train de dire que tu ne me trouves pas attirante? Elle m'a regardé intensément, sa voix douce mais ferme. Puis elle a commencé à me caresser et a dit, tes actions parlent plus fort que tes mots. Elle m'a attiré plus près, me chuchotant à l'oreille, être le père de mon enfant a ses avantages, Rob. Nous devrons être intimes de nombreuses fois pour être sûr que je tombe enceinte. Je ne te limiterai pas seulement à mes jours les plus fertiles. En fait, je ne te dirai même pas quand ces jours arriveront. Cela pourrait prendre des semaines, voire des mois. Rob, depuis combien de temps ça dure pour toi? Elle a pressé ses lèvres contre mon cou, sa voix basse et séduisante. Nous nous soutiendrons mutuellement dans ce voyage, m'a-t-elle assuré. Je n'avais pas été intime depuis si longtemps, et je sentais ma résolution s'effriter. Maintenant, nous pouvons aller dans la chambre et nous mettre sérieusement au travail pour faire ce bébé, a annoncé Tay. Tous mes doutes semblaient s'évanouir alors qu'elle commençait à me donner du plaisir. Incapable de résister, je me suis levé et l'ai suivi dans la chambre. J'avais entendu dire que des rapports intenses pouvaient augmenter les chances de conception, j'étais donc prêt à tout donner. Pas de mots tendres, Rob, dit-elle fermement. Je veux que ce soit différent.
Faisons de notre mieux et faisons ce bébé. Elle m'a attiré vers elle et a murmuré, fais-moi l'amour. J'ai grimpé avec empressement sur le lit, et notre passion s'est enflammée alors que nous nous unissions dans le plaisir. La connexion que nous avons partagée à ce moment-là était plus forte que tout ce que j'avais jamais connu. Après notre orgasme, T s'est calé avec un oreiller pour donner au sperme les meilleures chances de réussir. La voir dans une position aussi vulnérable n'a fait que raviver mon désir, et j'aspirais à une autre session. Alors que nous bougions à nouveau ensemble, je ne pouvais m'empêcher d'espérer que cette fois serait tout aussi satisfaisante. Je me suis surpris à vouloir répéter l'expérience encore et encore. Ensuite, T a de nouveau glissé l'oreiller sous elle, assurant les meilleures chances de succès. Alors que je me préparais à partir, elle m'a embrassé à la porte, me remerciant pour mes actions. Je veux continuer à faire ça tous les jours jusqu'à ce que je sois enceinte, a-t-elle dit avec un sourire. Ça ne dérange pas Tom, mais il a l'habitude d'être intime 3 ou 4 fois par semaine. Je ne veux pas le laisser avec les restes. Appelle-moi demain, Rob. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à ce qui venait de se passer. Puis une réalisation troublante m'a frappé. Si Peggy m'avait surveillé, elle aurait sûrement remarqué mes visites chez Tom et Tay. Elle aurait vu Tom partir et moi rester pendant des heures. Le lendemain matin, j'ai appelé Tay pour lui faire part de mes inquiétudes. À ma grande surprise, elle m'a rassuré. Rob, ne t'inquiète pas. Tom n'a pas vraiment quitté la maison. Il est juste descendu à son atelier au sous-sol et y est resté jusqu'à ce que tu partes. Cette révélation m'a coupé le souffle. Être intime avec Tay en croyant Tom absent était une chose, mais savoir qu'il avait été dans la maison tout le temps ajoutait un nouveau niveau de complexité à la situation. Pourrais-je continuer si je savais qu'il était juste en bas? Tay semblait comprendre mon hésitation. Sa voix était douce et apaisante alors qu'elle disait, « Ne t'inquiète pas, Rob. Tout ira bien. Je te le promets. » Plus tard dans la journée, Tom m'a appelé et m'a invité à prendre un verre après le travail. Il a dit qu'il y avait une situation désagréable dont il voulait discuter. M'asseoir en face d'un homme que je connaissais depuis 20 ans et avec la femme duquel je venais d'être intime était incroyablement gênant. Tom a dû sentir mon malaise car il s'est adressé directement à moi. « Je sais que tu es confus, Rob, a-t-il commencé. Bon sang, mon pote. Je suis gêné aussi, a dit Tom, la voix lourde d'émotion. J'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec toi sur la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. D'abord, je veux souligner à nouveau que je suis complètement d'accord avec l'arrangement entre toi et Tay. Comme je l'ai mentionné quand je vous ai laissé seul. Mais il y a quelque chose d'important que Tay ne t'a pas encore entièrement révélé. Je l'ai regardé, confus, alors qu'il continuait. Elle a peut-être mentionné son désir d'avoir un enfant et mon infertilité, mais elle ne t'a pas dit toute la vérité. La vérité, c'est que je lutte contre un dysfonctionnement. L'intimité est presque impossible pour moi depuis plus d'1 an, a avoué Tom. C'est pourquoi Tay était si passionnée et intense avec toi. Elle essaie de rattraper le temps perdu. Tom a pris une profonde inspiration avant de continuer. Elle s'est justifiée en disant qu'elle ne voulait pas me donner plus de temps pour me cacher derrière mon impuissance masculine. Elle ne voulait pas que je me sente moins viril, même si je sais qu'elle ne me jugerait pas. Mais je pouvais voir que Tay me met toujours en premier. Même dans les moments difficiles. Contrairement à Peg, qui semblait ne penser qu'à elle-même. Les mots de Tom m'ont frappé durement alors qu'il se livrait. Tay est très énergique sexuellement, contrairement à Peg, et mon incapacité à être intime avec elle lui a causé une grande déception. Malgré ses efforts pour rester patiente, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne cherche l'intimité ailleurs. Cela peut paraître cruel. Mais c'est la réalité. J'ai écouté en silence alors que Tom continuait. Je comprends que Tay tient profondément à moi et essaierait de cacher ses besoins, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Comment aurais-je pu ne pas le remarquer? Si elle avait trouvé satisfaction ailleurs, son anxiété aurait disparu et j'aurais remarqué le changement. Je l'aime? Rob. Elle est tout pour moi. Je serais perdu sans elle. Mais si elle m'avait trompé dans mon dos, je n'aurais pas pu continuer notre relation. Tom fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de poursuivre. Je connaissais les raisons de ses actions, et je pouvais comprendre ses motivations, mais je ne pouvais pas supporter la tromperie. La seule solution, à mon avis, était d'affronter la situation de front. Heureusement,
T n'est pas le genre de personne qui sortirait secrètement avec quelqu'un ou aurait des liaisons dans mon dos. Elle n'est pas comme ça. Bien sûr, elle pourrait agir impulsivement dans un moment de faiblesse. Peut-être dans une chambre de motel avec un inconnu. Mais elle ne pourrait jamais faire quelque chose comme ça en sachant que j'étais au courant. La voix de Tom devint plus résolue. Nous avions besoin d'une solution cohérente et durable. Alors, T et moi nous sommes réunis et avons réfléchi à des options possibles, mais nous n'avons pas pu nous mettre d'accord. Nos pensées revenaient sans cesse à toi, Rob. Au début. Nous avons hésité. Nous avions peur que si nous te choisissions et que Peg finissait par revenir, cela perturberait nos progrès. Nous pensions que nous devrions tout recommencer. Tom eut un rire sombre. Nous étions si sûrs que Peg finirait par revenir vers toi. Tout le monde sait qu'Adam White est un parfait crétin. Peg s'en rendra compte tôt ou tard et reviendra en courant vers toi. Confiante que tu ne saurais jamais rien de sa trahison. Je me demande pourquoi elle a sous-estimé ton intelligence. Rob. C'est presque drôle, vraiment. Elle semblait si sûre que ton amour pour elle était si fort. Tu ne soupçonnerais jamais aucune tromperie de sa part. Et d'une certaine manière, elle avait raison, du moins pour un temps. Il a pris une autre gorgée de sa boisson et a continué. La longue séparation m'a fait réaliser que quelque chose n'allait pas. Maintenant que tu connais la vérité, et moi aussi, il est clair que Peg ne fait plus partie de ta vie. Cette prise de conscience nous a permis, à T et à moi, de t'approcher enfin et d'en discuter ouvertement. Tom m'a regardé dans les yeux et a dit, « Rob, je veux un bébé, mais malheureusement, j'ai un problème que les médecins ne peuvent pas résoudre pour le moment. D'ici là, quelqu'un d'autre devra fournir à ma femme l'intimité dont elle a besoin. Je sais que cela peut paraître étrange. Mais faire l'amour à T pourrait en fait sauver mon mariage. Je ne suis pas contre, mais j'ai besoin de savoir que tu es d'accord avec ça aussi. » J'ai eu du mal à trouver les mots. Toute la situation semblait surréaliste. Même si cela s'était déjà produit une fois, cela semblait toujours irréel. Tom a regardé son verre, puis est revenu vers moi. L'idée de ne pas pouvoir m'occuper de ma femme, Rob, c'est déchirant. Mais l'idée de la perdre, c'est encore pire. J'ai besoin que tu fasses ça pour moi, mon pote. Est-ce que je peux compter sur toi? Je l'ai regardé, abasourdi, puis j'ai finalement hoché la tête en signe d'accord. Le dimanche, j'ai invité Tom, T et 3 autres couples pour un barbecue. Après le départ des autres couples, Tom est allé dans mon bureau pour utiliser l'ordinateur. Pendant ce temps, T et moi sommes montés dans ma chambre. Alors que je me déshabillais, T s'est allongé sur le lit et m'a pressé de me dépêcher. Dans ma maison, sur mon lit, nous ferons tout à ma façon, ai-je dit en m'affirmant. T m'a regardé avec un regard intense. En s'éloignant de ça, Peg a dû perdre la tête, ai-je plaisanté pour détendre l'atmosphère. T a souri et m'a rassuré. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Même s'il y avait encore une certaine gêne dans l'air, je savais que le fait d'être ouvert sur la situation ne changerait rien. La déclaration précédente de Tom sur les besoins intimes de T a été confirmée alors que nous passions l'heure suivante ensemble. Ensuite, alors que je les raccompagnais à leur voiture, Tom m'a serré la main fermement et T m'a embrassé sur la joue. Nous étions tous d'accord pour dire que la journée avait été un succès et avons décidé de la répéter bientôt. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu ressembler à un barbecue dominical typique, mais sous la surface, la dynamique était tout sauf ordinaire. On aurait dit que nous discutions simplement des plans pour un autre barbecue. Mais le lundi après-midi, j'avais rendez-vous avec John Abbott de l'agence Corliss. En me tendant le rapport, il s'est excusé. Je suis vraiment désolé. Chaque fois que je dois fournir des rapports comme celui-ci, j'espère que ce n'est qu'un malentendu. Mais malheureusement, cette fois, ce n'est pas le cas. Vos honoraires incluent également notre représentation au tribunal, si cela devait arriver. Je lui ai serré la main, les remercié et j'ai quitté le bureau. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que je n'étais pas aussi en colère que je le pensais. C'était peut-être parce qu'au fond de moi, j'avais déjà accepté la dure vérité révélée dans le rapport. Au moment où je suis rentré chez moi, j'étais prêt à affronter ce qui m'attendait. Que devais-je faire de la situation qui tournait maintenant dans ma tête? Il semblait que j'avais épuisé toutes les possibilités. Il ne restait qu'une seule solution, utiliser la ligne de crédit de la maison sans que Peggy le sache, du moins jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'elle puisse intervenir.
J'avais prévu de consulter un avocat pour préparer les documents nécessaires, bien que j'ai retardé leur soumission pour le moment. Au cours des 5 semaines suivantes, j'ai rencontré régulièrement Tom et Tay, soit chez eux, soit chez moi. Ils ont fait passer le mot dans notre cercle d'amis que je traversais une période difficile et qu'ils étaient là pour me soutenir et m'encourager pendant cette période éprouvante. Pendant ce temps, Peggy m'appelait une fois par semaine comme d'habitude. Mais cette fois, je n'ai pas pris la peine de lui demander comment elle allait ni quand elle rentrerait à la maison. J'avais atteint mon point de rupture. Il était temps de prendre les choses en main. J'ai fait des chèques sur la ligne de crédit, j'ai trouvé un nouvel appartement et j'ai demandé le divorce de Peggy. Les documents invoquaient des différends irréconciliables au lieu de l'adultère, car je ne voulais pas qu'elle découvre l'existence d'Adam White. J'espérais que gérer la situation de cette manière pousserait Peggy à décider de sa prochaine action. J'étais convaincu qu'elle m'appellerait bientôt, suggérant gentiment que nous nous rencontrions dans un bar ou un restaurant agréable pour discuter. Quand cet appel est finalement arrivé, j'ai accepté à contre-cœur de la rencontrer, pleinement conscient que j'avais besoin de temps pour finaliser mes plans financiers. Autour d'un verre et d'un dîner, elle a essayé de me convaincre de reconsidérer ma décision. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'écouter et j'ai promis d'y réfléchir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je ne faisais que gagner du temps. Comme prévu, quelques jours plus tard, Peggy a rappelé, me pressant d'abandonner l'idée d'impliquer des avocats et de régler les choses à l'amiable. J'ai exprimé ma lassitude face à son indécision, expliquant qu'il était temps pour moi d'accepter la réalité qu'elle ne voulait plus être avec moi et de passer à autre chose. Cependant, j'ai accepté de la revoir à nouveau chez Angelo. En la voyant pour la première fois depuis son départ, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point elle était belle. Autant je savais qu'elle me manquerait, autant je réalisais que je l'aimais toujours. Mais même si elle revenait vers moi, je savais que je ne pourrais jamais revenir à la façon dont les choses étaient avant. J'ai gardé ses pensées pour moi pendant notre rencontre, l'écoutant me raconter un flot de mensonges. Elle a prétendu voir un thérapeute qui l'aidait à faire face à un problème inconnu et a insisté sur le fait qu'elle faisait des progrès. Elle a supplié pour un peu plus de temps, affirmant que c'était tout aussi difficile pour elle que pour moi. J'ai promis d'y réfléchir et de lui donner une réponse plus tard. 2 jours plus tard, j'ai décidé qu'il était temps de passer à l'étape suivante. J'ai appelé mon avocat et j'ai dit, il est temps d'avancer. J'ai retiré les papiers du divorce et j'ai informé Peggy que la procédure avait été annulée. Pendant que j'étais au travail, Peggy a appelé pour exprimer sa gratitude et m'a assuré que je ne regretterais pas ma décision. J'ai souri pour moi-même, sachant que je ne le regrettais pas. Même si Peggy ne connaissait pas encore mes véritables intentions, elle allait bientôt le découvrir. Ce soir-là, j'ai dîné avec Tom et Tay. Plus tard, Tay et moi nous sommes retirés dans sa chambre. Se confiant à moi, Tay a exprimé son désir de faire l'amour, voulant partager cette connexion intime avec le père de son enfant. Quand je lui ai demandé si elle était sûre, elle a répondu avec une confiance inébranlable. Le lendemain matin, un test de grossesse à domicile a confirmé la bonne nouvelle, et cet après-midi-là, le médecin l'a vérifié. « Tu vas être papa », a dit Tay joyeusement. Bien que ce n'ait été qu'une nuit, ce fut une session longue, tranquille et incroyablement agréable. Ensuite, je lui ai dit que nous ne nous verrions peut-être pas pendant un certain temps. Je termine mes affaires avec Peggy et Adam White cette semaine, ai-je expliqué. Je devrais peut-être quitter la ville pendant un certain temps. S'il te plaît, ne prends pas de décision hâtive, Rob, a dit Tay, sa voix douce et suppliante. J'ai besoin que le père de mon enfant soit présent. Ce soir-là, Tom et moi avons eu une conversation. Rob, a-t-il dit, le père de l'enfant de Tay, c'est toi. Tu dois commencer à penser en ces termes maintenant. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Adam White, un membre dévoué de l'ordre fraternel des Aigles, n'avait pas manqué une seule réunion depuis son élection au poste de sergent d'armes. Ce petit fait a fait germer une idée dans mon esprit. Une stratégie que l'on pourrait utiliser pour démêler les dernières pièces de cette toile enchevêtrée. Mercredi, Adam White a quitté sa réunion avec un sentiment d'espoir. Après avoir parlé à plusieurs membres influents de l'ordre fraternel des Aigles, il envisageait sérieusement de se présenter à un poste plus élevé dans l'organisation. Cependant, sa bonne humeur s'est rapidement transformée en choc plus tard dans la soirée alors qu'il garait sa voiture devant son appartement. Une douleur soudaine et atroce l'a saisi et tout est devenu noir. Un voisin l'a trouvé et a immédiatement appelé le 911. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et l'ont transporté d'urgence aux urgences. Là,
Les médecins ont découvert qu'il avait subi des fractures aux 2 bras et aux 2 jambes, ainsi que de graves blessures à la région génitale. Quand il s'est finalement réveillé dans sa chambre d'hôpital, il a été confronté à une douleur accablante et à la terrible prise de conscience qu'il était immobilisé. Ses membres étaient dans le plâtre et il gisait impuissant sur une civière. Alors qu'il dérivait entre conscience et inconscience, il a entreaperçu l'expression choquée de Peggy à côté de son lit. Je n'étais pas présent sur les lieux, mais plus tard, j'ai entendu un récit détaillé de ce qui s'était passé pendant que Peggy se tenait au chevet d'Adam. Un homme est entré dans la chambre, s'est approché d'elle et lui a demandé si elle était Margaret Olsen. Après avoir vérifié son identité, il lui a remis une liasse de papier l'informant qu'elle était assignée en justice. Quand Peggy a ouvert l'enveloppe et a lu qu'elle était poursuivie pour divorce pour adultère, sa confusion était palpable. Alors que ses yeux se posaient sur le mot « infidélité », son regard s'est déplacé vers l'homme brisé allongé sur le lit devant elle. Un regard d'horreur a traversé son visage alors qu'elle réalisait toutes les conséquences de ses actes. Elle s'est effondrée sur une chaise voisine, des larmes coulant sur ses joues. Pendant ce temps, je n'ai pas été inquiété lorsque les autorités m'ont interrogé sur mes allées et venues la nuit de l'accident de White. Il s'est avéré que j'avais un alibi. Je jouais au poker pendant une réunion des Aiglets, ironiquement, Peggy elle-même avait confirmé à son insu mes allées et venues lors de sa propre enquête. La police m'ayant innocenté de toute implication dans le malheur de White, ce qui ne pouvait être prouvé, j'ai décidé de poursuivre mes plans. L'accident n'était peut-être pas de mon fait, mais la chute de Peggy était quelque chose que j'avais soigneusement orchestré au fil des semaines. En utilisant ces cartes de crédit, j'ai exprimé ma gratitude à quelques amis. J'ai payé des appareils photo numériques pour Bill et Steve par le biais d'une chaîne de magasins de bricolage. J'ai utilisé sa Mastercard pour acheter un ordinateur portable pour Mike et un moniteur à écran plat de 19 pouces pour Phil sur eBay. J'ai même utilisé son argent pour acheter une batte en aluminium. Prenant un congé de mon travail, j'ai eu 2 mois pour exécuter mes plans. Après l'hospitalisation de White, Peggy s'est retrouvée désemparée. Les factures de cartes de crédit ont commencé à s'accumuler. Leurs comptes d'épargne et courants ont été vidés, et les certificats de dépôt dans le coffre-fort se sont avérés être des faux. Pendant ce temps, je me suis complètement retiré de sa vie. Quand Peggy a commencé à me chercher, appelant mon lieu de travail, mon patron, pleinement conscient de la situation, a joué le jeu, lui disant que je n'étais pas disponible. Pour Peggy, il semblait que j'étais soudainement apparu au travail un jour, que j'avais annoncé ma démission et que j'avais exigé mon dernier chèque de paie avant de disparaître. Sans aucune piste sur l'endroit où je me trouvais, Peggy s'est tournée vers mon avocat pour apprendre que j'avais annulé la procédure de divorce et mis fin à ses services. Cela ne lui a laissé aucune option. Ruinée financièrement, elle a été contrainte de déposer le bilan. Quelques mois plus tard, elle a perdu sa maison, a échangé sa Lexus contre une Kia d'occasion et a dû faire face à la dure réalité de sa situation. Pendant que la vie de Peggy sombrait dans le chaos, je suis revenu du Mexique. J'ai trouvé un appartement de l'autre côté de la ville pour m'assurer que je n'aurais pas à interagir avec elle. Pendant ce temps, Tay, maintenant enceinte de 5 mois, était encore plus magnifique qu'avant. Nous avons rapidement repris notre relation, cette fois sans avoir besoin de secrets. Nous passions 2 à 3 nuits par semaine ensemble, soit chez elle, soit chez moi, profitant de la liberté de notre nouvel arrangement. 2 mois après que Peggy a découvert la vérité sur tout, je l'ai vue m'attendre sur le parking après le travail. L'ignorant, je suis monté dans ma voiture et je suis parti, mais Peggy m'a suivi de près. J'ai ralenti pour m'assurer qu'elle ne me perdrait pas, décidant de la rencontrer quelque part à l'abri des regards indiscrets. Après environ 10 minutes, je me suis garé sur le parking du Bud's Bar & Grill. Sachant que ce serait un endroit calme pour l'affronter, Peggy allait me rattraper tôt ou tard. Dès que je suis entré au Bud's Bar & Grill, elle s'est garée derrière moi, clairement déterminée à avoir la conversation que nous savions tous les deux attendue depuis longtemps. Je me suis assis au bar et j'ai commandé une Bud Light. Quelques instants plus tard, Peggy est entrée, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Avec un regard déterminé, elle s'est dirigée vers moi. Alors qu'elle approchait, sa colère a débordé. Elle a commencé à jurer, m'avertissant de ne pas essayer d'échapper à sa colère. J'ai reconnu le côté fougueux de Peggy que j'avais déjà vu, et je savais de quoi elle était capable. Sans réfléchir, je me suis rapidement tourné sur ma chaise et lui ai attrapé le poignet juste au moment où elle tentait de me gifler. La tenant fermement, je l'ai vu grimacer de douleur et halter. J'ai toutes les raisons de vouloir te faire du mal, Peggy, l'ai-je prévenu,
ma voix basse et ferme. Alors, tu ferais mieux de ne pas trop me pousser. Garde tes mains pour toi si tu ne veux pas connaître une vraie douleur. J'ai relâché son poignet doucement, montrant clairement que je n'essayais pas de la blesser. Pourtant, je ne t'évitais pas, Peg. J'ai conduit lentement pour que tu puisses me suivre. Je n'avais aucune intention de discuter de nos problèmes sur le parking du travail. Ça n'a pas d'importance, a-t-elle craché avec colère. Tout le monde là-bas sait déjà quelle ordure tu es. J'ai soupiré. Je veux vraiment te parler, mais en même temps, je ne veux pas. Je suis fatigué de tes mensonges, ai-je dit, ma frustration évidente. Je veux te rendre l'argent que tu me dois, a-t-elle dit avec défi. Et n'essaie pas de le nier. Tu as pris de l'argent sur la maison, et la moitié de nos biens m'appartient. Je veux ce qui me revient de droit. Tu n'auras rien de moi, Peggy, ai-je répondu, opposant mon propre défi au sien. Je crois que le montant que j'ai pris est une juste compensation pour le mal que tu m'as causé. Comment les avocats appellent-ils ça? Une compensation pour la douleur, la souffrance et la perte d'intimité. La mâchoire de Peggy s'est crispée alors que je continuais. Je crois que l'argent que j'ai utilisé me dédommage adéquatement d'avoir été privé d'intimité pendant 1 an et demi pendant que tu étais avec un autre homme. Sans parler de l'humiliation que j'ai endurée parce que tous ceux que je connaissais pensaient que j'étais un idiot. Rob, j'ai perdu la maison de mes parents à cause de toi, s'est-elle écriée, désespérée. Et alors, Peggy? J'ai haussé les épaules en souriant. L'argent ne semble pas avoir beaucoup d'importance pour toi depuis que tu as emménagé avec un autre homme. Je suis sérieuse, Rob. J'ai besoin de cet argent, a-t-elle dit, sa voix suppliante. Maintenant, soyons clairs, Peggy, ai-je dit froidement. Tu ne verras jamais un centime de ma part. Tu as essayé de me tromper et tu t'es fait prendre. Maintenant, tu en paies le prix. Fais avec. Ses yeux se sont rétrécis alors qu'elle sifflait, voyons ce que le tribunal décidera. J'ai ri d'un air moqueur. Oh, peu importe ce que dit le tribunal, Peggy. Tu devras engager un avocat et me poursuivre en justice pour obtenir un divorce et partager les biens. Et si tu le fais, prépare-toi à une contre-demande. Un avocat qualifié peut retarder le processus de 8 mois. Pendant lesquels tu paieras des frais de justice. Peux-tu vraiment te le permettre? Elle est restée silencieuse, me fusillant du regard alors que je continuais. J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin pour me défendre au tribunal. Et si j'en sors victorieux, tu te retrouveras avec rien. Dans le pire des cas pour moi, le tribunal divise nos biens à parts égales et je serai simplement d'accord. Mais toi et ton avocat. Vous devrez attendre éternellement le paiement, qui n'arrivera jamais. Je me suis penché plus près. Si tu décides de poursuivre, tu peux essayer de me contacter, mais je ne répondrai pas à tes appels. Tu continueras à payer ton avocat pour rien. L'affaire retournera au tribunal. Et ils émettront une ordonnance judiciaire pour payer avant une certaine date limite. Mais quand cette date limite passera, je n'aurai pas payé un centime. Ton avocat te facturera à nouveau pour son temps. Et tu sais quoi? Peggy? Je n'ai pas de compte d'épargne ou courant que le tribunal puisse saisir. Ma voiture est louée, donc tu ne peux pas la réclamer non plus. Et je vis dans un appartement meublé, ce qui rend impossible pour toi de récupérer quoi que ce soit. Le visage de Peggy est devenu pâle alors qu'elle assimilait mes paroles. Tu vois, Peg, ai-je dit en souriant, ta seule option est de demander au juge de me menacer de prison pour outrage à magistrat. Et même si tu le fais, tout ce que tu obtiendras. C'est une carte postale de ma part envoyée d'un pittoresque village de pêcheurs au Mexique. C'est là que je vivrai jusqu'à ce que mes fonds soient épuisés. J'ai terminé ma tirade avec un grand sourire. Je te dois une fière chandelle, Peggy. Grâce à ta trahison, j'ai pris le dessus. Admets-le, tu as joué avec moi et tu t'es fait prendre. Maintenant, j'ai remis les compteurs à zéro. Peggy avait l'air abasourdie, sa voix tremblante alors qu'elle demandait, « C'est toi? C'est toi qui es derrière ce qui est arrivé à Adam. » Rappelle-toi, Peggy, ai-je dit calmement. Les suppositions ne sont pas des preuves. Je l'ai regardé fixement, attendant sa réponse. Au fait, comment va ta relation, ai-je demandé à Peggy en riant. J'ai entendu dire que tu n'as pas rendu visite à Adam à l'hôpital depuis le premier jour. Pourquoi? Tu l'as privé de la seule qualité précieuse qu'il avait, a-t-elle répondu froidement. C'est cruel, Peg.
Même pour toi, ai-je dit en secouant la tête. Mais c'est vrai, a-t-elle dit d'un ton neutre. Il était beau et un amant merveilleux. Mais finalement, je me serais ennuyé et je serais revenu vers toi si seulement j'avais su. Tout ce drame aurait pu être évité. Mes actions ont certainement tout gâché, n'est-ce pas, a-t-elle ajouté amèrement. Le regret de ne pas avoir pu mieux communiquer me hantera jusqu'à ma tombe. La vie aurait pu être beaucoup plus agréable si nous avions simplement tout discuté. Tu peux être très désagréable parfois, Peg, ai-je dit en secouant la tête. Quant à moi, je suppose que je suis juste un sacré salaud. J'ai fini ma bière, je me suis levé et j'ai dit sans détour à Peggy de mener une vie misérable, puis j'ai quitté le bar. 3 jours plus tard, j'ai reçu les papiers du divorce invoquant des différends irréconciliables. Je n'ai pas contesté la demande. Après la dissolution du mariage, Peggy a reçu 50% de nos biens communs, et j'ai été condamné à rembourser l'argent que j'avais pris sur la ligne de crédit. Cependant, j'ai nonchalamment refusé de faire les paiements finaux, lui souhaitant bonne chance pour essayer d'obtenir quoi que ce soit de plus de moi. Étonnamment, elle ne m'a plus jamais contacté, ce qui suggère qu'elle a peut-être cru à mes prédictions sur l'issue de l'affaire. Malgré la situation confuse et amère, il y a eu un résultat positif. Tout le monde était d'accord pour dire qu'Adam White était une personne irrespectueuse, et même des gens comme lui avaient peu de vrais amis. L'un des seuls amis de White s'est avéré être le patron de Peggy, qui était mécontent de son comportement pendant la période difficile de White. En conséquence, il a décidé de mettre fin à l'emploi de Peggy. Bien que son départ de l'entreprise ait été officiellement présenté comme un licenciement dû au ralentissement économique, il était de notoriété publique qu'elle avait été renvoyée. Incapable de trouver un emploi dans son district, Peggy a décidé de déménager en Californie où elle avait de la famille. Malheureusement, après son déménagement, elle a cessé de communiquer avec qui que ce soit, pas même sa sœur. Malgré cette sombre tournure des événements, il y avait un côté positif à l'histoire. T a donné naissance à une magnifique petite fille, et Tom l'a couverte d'amour et d'affection, apportant un sentiment de joie et de nouveau départ à leur famille. Je suis devenu l'oncle Rob, un visiteur fréquent qui passait d'innombrables heures à jouer par terre avec la petite Martha. Cependant, Tom a gardé secrète la véritable cause de ses difficultés, son incapacité à avoir des enfants, à la fois pour T et pour moi. Le problème sous-jacent était un cancer, qui est passé inaperçu et s'est propagé. Après le décès de Tom, T m'a tendu une enveloppe avec mon nom écrit en lettres capitales sur le devant. Pour les yeux de Rob uniquement, lisait-on. Quand je l'ai regardée, elle a haussé les épaules. Je n'ai pas vu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour toi, a-t-elle dit simplement. La curiosité a eu raison de moi, et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre de Tom, écrite avant sa mort. Il m'y confiait, et non à T, la responsabilité d'être le tuteur de son enfant. Il m'avait choisi pour veiller sur ses proches en son absence. Submergé par l'émotion, je me suis promis d'honorer sa confiance et de ne pas le décevoir. J'ai partagé la lettre avec T, qui a fondu en larmes en la lisant. Je l'ai tenue près de moi, la réconfortant dans ce moment difficile. Après qu'elle ait pleuré toutes les larmes de son corps, elle a levé les yeux vers moi et m'a demandé quels étaient mes projets. J'ai répondu avec assurance, je vais faire exactement ce que tu as déjà deviné. Je vais m'occuper de mes filles. Fidèle à ma parole, 6 mois plus tard, T et moi nous sommes mariés. Cela a marqué un nouveau chapitre, celui de la guérison, de l'amour et de la famille. Histoire 2, as-tu entendu dire que Jason Benson vient nous rendre visite pour la 4e fois, m'a demandé un jour mon ami Jeff. Non, je n'en ai pas entendu parler, ai-je répondu doucement. Il doit avoir grimpé assez haut dans la hiérarchie militaire maintenant, a poursuivi Jeff. Je me souviens, il y a des années, il n'était qu'un capitaine. C'est impressionnant, ai-je dit, reconnaissant ses réalisations. Jason Benson était l'archétype du garçon américain parfait dans notre ville. Il avait été le quarterback vedette de l'équipe de football du lycée et un talentueux arrêt-court au baseball. Il a été diplômé en tête de sa classe et a reçu des offres d'université de Division 1. Après avoir excellé à West Point, il a été diplômé près du sommet de sa classe, maintenant une réputation d'excellence tant sur le terrain qu'en dehors. C'était un athlète talentueux, un soldat discipliné et un citoyen exemplaire. Je devais admettre que Jason possédait des qualités que je n'avais pas. Habituellement, son succès ne me dérangeait pas, mais il y avait un problème que je ne pouvais jamais ignorer. Sa relation passée avec Sarah, qui est maintenant ma femme. Au lycée,
Tout le monde pensait que Sarah et Jason formaient le couple parfait. Sarah était une athlète exceptionnelle, la deuxième meilleure élève de sa classe, et largement considérée comme la plus belle fille de Williamsport. Quand Jason et Sarah ont rompu après le lycée, il est allé à West Point, et elle a fréquenté l'université Temple. Ils n'ont jamais renoué leur relation. À l'époque, j'avais 2 ans de plus que Jason et Sarah au lycée. Je n'étais pas le meilleur élève, mais j'avais quand même réussi à ma manière. J'ai étudié l'ingénierie dans une université publique et je suis finalement devenu passionné par la programmation à mesure que les ordinateurs devenaient plus intégrés dans la vie quotidienne. Après avoir acquis de l'expérience en travaillant pour plusieurs entreprises, j'ai finalement eu le courage de créer ma propre entreprise. La décision d'épouser Sarah est quelque chose qui me semble encore surréaliste. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à la convaincre de dire oui, et cela reste la plus grande réussite de ma vie, ou du moins la plus grande étape que j'ai jamais franchie par moi-même. Nos 2 filles, cependant, sont un effort commun et une véritable source de fierté pour nous deux. Sarah mentionnait rarement Jason, comprenant parfaitement mon malaise avec cette partie de son passé. Pourtant, invariablement, des personnes bien intentionnées évoquaient son nom de temps en temps, comme pour tester ma tolérance. J'ai toujours senti une attente sous-jacente que je devrais en quelque sorte tenir Jason en haute estime, comme si je devais valider l'idée qu'il avait été un jour avec Sarah. Il semblait que mes propres sentiments et émotions à propos de Jason étaient sans importance pour ceux qui m'entouraient. Certaines personnes croyaient même que Sarah aurait été mieux si elle était restée avec Jason. Cependant, j'admirais toujours les parents de Sarah pour n'avoir jamais laissé entendre quoi que ce soit de ce genre. En fait, il y a de nombreuses années, lors d'un pique-nique familial, la mère de Sarah a mis fin à une telle suggestion de manière spectaculaire. Je me souviens clairement de ce jour. Une des cousines de Sarah avait fait la remarque irréfléchie que Sarah aurait dû épouser Jason au lieu de moi. C'était une remarque cruelle et blessante, le genre que seul un imbécile ferait devant une foule. Mais la mère de Sarah a rapidement remis sa cousine à sa place. Devant le groupe choqué et silencieux, elle m'a défendu, soulignant quel mari et père merveilleux j'étais. Elle a clairement fait savoir que le commentaire de la cousine était ignorant et complètement infondé. Je n'oublierai jamais l'éclat soudain de la mère de Sarah. Cela a fait sourire Sarah et, sous la table, elle m'a serré la main subrepticement. Sarah m'a toujours traité avec amour et respect, ne me donnant jamais de raison de sentir que je n'étais pas le mari parfait pour elle. Et pourtant, je me sentais souvent indigne. J'étais constamment comparé à Jason Benson, un héros admiré de tous. J'avais l'impression que je ne serais jamais à sa hauteur, que ce soit à mes propres yeux ou aux yeux des autres. Ma conversation avec Jeff à propos de Jason s'est terminée brusquement lorsque ma plus jeune fille, April, a intercepté un ballon de basket d'une adversaire et a filé sur le terrain. Mes 2 filles jouaient dans la ligue de basketball d'été. La vitesse et l'agressivité d'April en faisaient une compétitrice féroce. Les adversaires semblaient souvent réticentes à l'affronter sur le terrain, à une exception notable près, sa sœur aînée, June. June était gracieuse et athlétique sans effort, des qualités qui en faisaient une joueuse exceptionnelle. Bien qu'elle soit également excellente au basketball, elle avait décidé de se concentrer sur le volleyball, ce qui lui avait valu une bourse à l'université Temple à l'automne. April, encore en première au lycée, était une joueuse clé de son équipe de basketball, qui visait un championnat de district et espérait atteindre le niveau de l'État. Regarder mes filles faire du sport était toujours une joie. Elles excellaient dans tous les sports qu'elles essayaient et donnaient le meilleur d'elles-mêmes à chaque fois. Leur athlétisme naturel et leur vitesse, clairement héritée de Sarah, en faisaient les meilleures athlètes de n'importe quelle équipe. June avait récemment été nommée meilleure joueuse de sa classe, obtenant la reconnaissance et les récompenses de ses entraîneurs. April n'était pas loin derrière, et beaucoup pensaient qu'elle remporterait ce même titre quand son tour viendrait. Après la fin du match, je suis descendu des gradins pour retrouver les filles alors qu'elles félicitaient leurs adversaires. Pas mal le match, hein, papa, m'a demandé June avec un grand sourire. Pas mal du tout, ai-je répondu en souriant. April avait dominé le terrain, permettant à peine à l'autre équipe de franchir la ligne médiane. Vers la fin, son entraîneur a même dû lui rappeler de relâcher la défense. Nous sommes ici pour gagner, pas pour anéantir leur morale, avait-il dit. April, toujours joueuse d'équipe, a compris et s'est détendue, donnant à ses adversaires une chance de respirer. June a suivi son exemple, donnant à ses rivales une chance équitable. Mais même alors, elle a quand même réussi à être la meilleure marqueuse du match. C'était un témoignage de son talent et de sa grâce. Eh bien, les filles, ai-je dit,
Cette ligue promet d'être une expérience amusante pour tous les enfants. Quand nous avons discuté de nos objectifs au début de la saison, il s'agissait de travail d'équipe et d'esprit sportif. Le coach Simons m'a fait une forte impression aujourd'hui, a dit June pensivement. Papa, tu essaies toujours de rendre tout le monde heureux, sauf quand tu es en compétition avec April et moi. Tu ne nous ménages jamais quand nous jouons à la maison. C'est parce que je sais à quel point vous êtes toutes les deux coriaces, ai-je répondu. Vous êtes fortes, mentalement et physiquement. Je veux que vous compreniez à quel point il est important de ne jamais abandonner et de toujours donner le meilleur de vous-même. C'est ce qui fait un vrai compétiteur. Personne ne te sous-estime, papa, a dit June avec un grand sourire. Mais tu dis toujours que la compétition en affaires ou en sport est une question d'équilibre. Penses-tu que je réussirai en affaires si je laisse mes clients gagner au golf? C'est un équilibre difficile, papa. April est intervenu en riant. Il est peut-être plus facile pour toi de perdre contre tes clients, mais June peut certainement te battre sur le terrain de golf. Je doute que tu puisses la gérer facilement. Tu n'es peut-être pas la meilleure golfeuse du monde, mais tu as certainement du talent, jeune femme, ai-je dit, encourageant April. Les plaisanteries ont continué tout le long du trajet. J'ai réalisé à quel point il était important d'enseigner à mes filles l'équilibre entre la recherche du succès et la grâce dans la défaite. En garant la voiture, j'ai souri pour moi-même. Même si je n'étais pas parfait, je savais que je faisais de mon mieux en tant que leur père. Quand nous sommes rentrés à la maison, je n'ai pas essayé de trouver la réponse parfaite à leurs blagues. J'ai simplement réfléchi à la chance que j'avais de pouvoir les entraîner et les guider pendant leur croissance. Non seulement en tant qu'athlète, mais en tant qu'individu. Enseigner le sport aux enfants est quelque chose que j'apprécie encore plus que de jouer avec eux. Sarah, une athlète naturelle, avait transmis ses compétences à nos filles tandis que je devais travailler dur juste pour suivre le rythme. Alors que nous entrions dans la maison, Sarah se déplaçait gracieusement derrière nous, écoutant attentivement les filles partager les détails de leur journée et les moments forts de leur match. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une profonde gratitude pour la connexion qu'elles partageaient. Comment ai-je eu autant de chance? 3 femmes incroyables avaient trouvé leur place dans ma vie. Sarah, ma femme accomplie et aimante, et nos 2 filles incroyables qui étaient une source de fierté infinie. Sarah était une professionnelle très performante dans l'industrie hôtelière. Malgré les espoirs de ses parents qu'elle poursuive des études de droit, elle avait tracé sa propre voie. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a rapidement gravi les échelons dans un hôtel et centre de conférences local qui faisait partie d'une grande chaîne. Il y a 2 ans, elle a atteint le poste le plus élevé de l'hôtel. Cependant, lorsqu'on lui a offert une promotion qui aurait nécessité un déménagement au Kansas, elle l'a refusé. Ses choix de carrière avaient toujours été ancrés à la fois dans l'ambition et les priorités familiales. Alors que nous nous installions, j'ai remarqué que Sarah avait l'air un peu plus habillée que d'habitude. Sarah, y avait-il quelque chose de spécial aujourd'hui, ai-je demandé. Tu as l'air un peu plus soignée que d'habitude, et tu as dû rester tard. La haute direction est-elle venue en ville pour les vacances? Sarah a hésité, puis a admis, non, mais tu es très observateur, Greg. Après-demain, c'est le 4 juillet, et l'hôtel parraine toujours l'expédition du Grand Maréchal. Cette année, le journal voulait des photos avant le défilé. Soudain, une vague de malaise m'a envahi. Quelque chose dans son comportement semblait bizarre. Son hésitation a été un signal d'alarme pour moi. Sarah, notre Golden Boy bien-aimé et héros de guerre est censé être en ville pour le tournage, n'est-ce pas, ai-je demandé, ma voix se resserrant. Tu n'as pas mentionné qu'il est aussi le grand maréchal du défilé. Va-t-il tourner avec toi? L'assurance de Sarah a vacillé alors qu'elle serrait les mains et regardait autour de la pièce, cherchant une distraction. Sa confiance habituelle était ébranlée, ce qui n'a fait qu'attiser ma curiosité. Elle a finalement admis, l'hôtel lui a généreusement offert une chambre. Jason Benson, le héros militaire local, c'est juste de bonnes relations publiques. Ses parents ont déménagé de Williamsport, et il n'a plus d'endroit où rester ici. Comme il est le grand maréchal, il était logique de lui offrir une chambre. Ce n'est rien de plus qu'une bonne affaire, a-t-elle insisté, en élevant légèrement la voix. Son explication ne m'a pas plu. S'il n'y a rien à craindre, Sarah, pourquoi as-tu l'air si anxieuse, ai-je insisté. À contre-cœur, Sarah a avoué. Eh bien, peut-être un peu. C'est juste que nous avons toujours essayé d'éviter le sujet de Jason.
Je sais ce que tu ressens à l'idée que nous sommes sortis ensemble au lycée. Et je sais à quel point c'est agaçant quand les gens continuent de mentionner son nom. C'est strictement une affaire professionnelle, Greg. Tu es mon mari, le seul homme que j'aime et que j'ai jamais aimé. Tu dois le croire. Je suis heureux de t'entendre dire ça, Sarah, ai-je dit, croisant son regard. Mais laisse-moi te poser une question. S'il ne signifie rien pour toi, pourquoi as-tu ressenti le besoin de cacher le fait que Jason revient en ville? Elle a hésité, puis a dit, je savais que c'était un sujet sensible, et je ne voulais pas que tu t'inquiètes ou que tu te fâches. Il ne signifie tout simplement rien pour moi, Greg. Alors je ne devrais avoir aucune raison d'être contrarié, et tu ne devrais avoir aucune raison de me cacher ça, n'est-ce pas, ai-je répondu calmement. Non, Greg, pas vraiment, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant. Je suis contente que nous discutions ouvertement de cela. Le fantôme de Jason plane sur nous depuis que nous nous sommes mariés, ou même avant, a-t-elle admis. Alors, y a-t-il d'autres événements prévus, ai-je demandé, en essayant de garder la conversation neutre. Le colonel Benson dirigera le défilé, puis organisera une réception informelle à l'hôtel le lendemain, a expliqué Sarah. L'hôtel fournit des collations et des boissons, et les gens auront l'occasion de le rencontrer et de faire bonne impression. As-tu un problème avec ça, Greg, s'est-elle enquise prudemment. Sarah, je ne pense pas que ça importe à ce stade, ai-je répondu. Les plans sont déjà faits, et je ferai avec. Je veux juste que tu sois honnête avec moi. Il ne signifie rien pour toi, n'est-ce pas? Tu ne vas pas le regarder comme une biche prise dans les phares, n'est-ce pas, ai-je demandé. Mon ton était empreint à la fois de sérieux et d'humour. Sarah a d'abord eu l'air agacée, mais son expression s'est ensuite adoucie en un sourire. Elle s'est approchée, m'a serré fort dans ses bras et a dit, Greg, je t'aime tellement. Tu es le seul homme qui ait jamais attiré l'attention de cette biche ou de toute autre partie de son corps. Nous avons tous les deux ri de sa remarque enjouée. J'espère que cela s'applique à tout, pas seulement à tes yeux, ai-je répondu avec un grand sourire. Tu sais que tout est à toi, chérie, a murmuré doucement Sarah. Chaque partie de moi, unique en son genre et rien que pour toi. Plus tard dans la soirée, alors que nous entrions dans le salon, nous avons dit aux filles que nous étions trop fatiguées pour manger et que nous allions nous coucher. Vous devrez vous contenter des restes de rôti de bœuf d'hier soir, a dit Sarah avec un sourire taquin. June a gloussé et a dit, trop fatigué, hein. On dirait qu'on ferait mieux de se boucher les oreilles. La dernière fois que vous étiez aussi épuisés, vous nous avez tenus éveillés la moitié de la nuit. Sarah a rougi mais a rapidement répondu, peut-être devrions-nous attendre que les filles dorment. Elle a doucement fermé la porte de notre chambre et a murmuré, je ne veux pas qu'elle se méfie. Elle pense déjà que nous gérons une sorte d'entreprise intime. Trop tard pour ça, ai-je dit en riant alors que nous partagions un moment intime et tranquille. Comment s'est passée ta journée, ai-je demandé nonchalamment à Sarah le lendemain soir, bien que nous sachions tous les deux que je demandais en réalité des nouvelles de Jason et de ce qui se passait entre eux. Ça s'est bien passé, Greg, a-t-elle répondu. Jason est devenu encore plus déterminé et énergique qu'il ne l'était au lycée. Je pense que son service en tant qu'officier et sa participation à la guerre ont vraiment développé ses qualités naturelles de leader. J'ai hoché la tête, mais sa réponse ne m'a pas plu. Sarah, j'apprécie ton point de vue sur la croissance de Jason en tant que leader, mais soyons honnêtes. Quand j'ai demandé de l'honnêteté, je ne cherchais pas des éloges. Je veux entendre la vérité sur ses défauts et, plus important encore. Pourquoi tu m'as choisi plutôt que lui? C'est ce genre d'honnêteté que je veux, ai-je dit fermement. Sarah m'a regardé un instant avant de sourire doucement. Greg, même si ce type est un ranger de l'armée et un héros de guerre, tout dur et impressionnant, il ne t'arrive toujours pas à la cheville, a-t-elle dit de manière rassurante. C'est ça l'esprit, ai-je répondu avec un grand sourire. Tu veux bien partager quelques détails? Eh bien, a-t-elle dit, son ton devenant enjoué, le président des États-Unis a personnellement appelé Jason aujourd'hui pour le remercier de son service. Mais n'oublie pas, Greg, il y a 2 ans, tu étais le vice-président du club des perdants. Jason n'est même pas membre du club. A taquiné Sarah. J'ai ri et j'ai hoché la tête. Le type pense probablement qu'il est trop bon pour le club, ai-je dit. Il ne deviendra jamais trésorier d'un club de football. Ça, c'est sûr. C'est un perdant, a ajouté Sarah en gloussant. C'est exactement ce que je pensais, ai-je dit en secouant la tête. Très probablement, demain après le défilé,
il va rater son interview sur Fox News et son livre sera probablement ennuyeux aussi. Je doute qu'il devienne général avant d'avoir 50 ans. Nous avons tous les deux ri. Tu sais, ai-je ajouté en plaisantant, c'est un vrai test de caractère. N'importe qui peut avoir des ennuis, mais il faut une personne spéciale pour gérer ça comme ça. Je dois admettre, Greg, que ça aide vraiment quand nous communiquons honnêtement et comme des adultes, a dit Sarah en souriant. Personne ne se compare à mon homme, a-t-elle ajouté, son sourire plein d'affection. J'ai serré Sarah fort dans mes bras, et quand elle a levé les yeux vers moi, je l'ai embrassée passionnément. Pourquoi vous deux ne trouvez-vous pas un endroit plus privé, a lancé quelqu'un. En me retournant, j'ai vu April debout dans l'embrasure de la porte. C'est la cuisine où je prépare à manger, a-t-elle taquiné en croisant les bras. Sarah a rougi et a essayé de reculer, mais je l'ai gardée près de moi. Papa, tu aimes vraiment maman, n'est-ce pas, a demandé April en souriant. Penses-tu que je trouverai un jour quelqu'un qui m'aime de la même manière? Pas avant que tu ne sois diplômé de l'université, ai-je répondu avec un grand sourire. Tu n'auras aucun mal à trouver des garçons, a assuré Sarah à April, lui souriant chaleureusement en admirant son visage. J'ai senti mes joues rougir. Élever des filles peut être un défi, mais ce sont des moments comme celui-ci qui en valent la peine. Le défilé du 4 juillet a été un succès. Les équipes de télévision par câble ont largement couvert le colonel Benson, le présentant comme une étoile montante qui incarnait tout ce que les médias voulaient montrer le jour de l'indépendance. Plus tard dans la soirée, j'ai regardé son interview à la télévision. Je devais admettre que Jason était charismatique et s'exprimait bien. Il y avait une fierté sincère dans sa voix lorsqu'il parlait d'être américain. Le lendemain du défilé a été chaotique. Sarah est partie tôt pour s'assurer que tout était en ordre pour la journée portes ouvertes à l'hôtel, qu'ils organisaient en l'honneur de Jason. La présence d'une équipe de télévision par câble séjournant à l'hôtel n'a fait qu'ajouter à son stress. Voulant montrer mon appréciation pour tout ce que Sarah fait pour moi et les filles, je suis passé à la bijouterie de Jeff. Après avoir regardé un moment, je me suis décidé pour une paire de boucles d'oreilles en diamant en signe de gratitude. Jeff a essayé de me vendre un collier, mais j'avais déjà dépassé mon budget. Les boucles d'oreilles étaient parfaites, et j'étais impatient de surprendre Sarah avec plus tard. Ce soir-là, en me promenant dans la salle de conférence principale, j'ai observé Jason. Bien que tout le monde en ville semble l'idolâtrer, il est resté humble et poli, ce qui lui a valu mon respect. Sarah gérait l'événement sans effort, s'assurant que tout se déroulait sans accroc. La réputation de l'hôtel pour l'organisation d'événements bien orchestrés était pleinement démontrée. L'événement devait se terminer à 18h, mais à 19h30, une poignée d'admirateurs s'attardait, ne voulant pas partir avant que la nourriture et les boissons gratuites ne soient épuisées. Anticipant la fin de la soirée, je me suis glissé dans le bureau de Sarah sans être vu. Mon plan était de la surprendre avec les boucles d'oreilles et de l'inviter à une fête de quartier où elle pourrait montrer ses nouveaux bijoux. Après avoir attendu environ 15 minutes, j'ai décidé d'utiliser ses toilettes. Alors que je terminais, j'ai entendu la porte du bureau s'ouvrir et se fermer. Mon sourire a rapidement disparu lorsque j'ai réalisé qu'une voix d'homme parlait. La porte des toilettes était légèrement entr'ouverte, me permettant d'écouter la conversation. « Sarah, » a dit la voix, « je ne peux m'empêcher de te le redire, tu es magnifique. Le simple fait d'être près de toi me rend fou. Tu es toujours la plus belle femme avec qui j'ai jamais été. » C'était Jason. Mon estomac s'est noué. La sueur a perlé sur mon front, et j'ai dû m'appuyer contre le mur pour me stabiliser. C'est très flatteur, mais s'il te plaît, abstiens-toi de faire de telles déclarations à mon sujet, a répondu fermement Sarah. Je suis heureusement marié et je ne veux aucun malentendu. C'était il y a longtemps, a dit Jason, son ton s'adoucissant. Laissons ça dans le passé, a ajouté Sarah, sa voix ferme mais polie. Sarah, a insisté Jason, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose entre nous. Je l'ai remarqué ces derniers jours pendant que nous travaillions ensemble. S'il te plaît, appelle-moi Jay. Jason, a commencé Sarah, essayant de garder sa voix calme. Je suis marié. Mon mari se douterait de quelque chose tout de suite. Il serait contrarié, pour ne pas dire plus. Jason a eu un rire dédaigneux. Je l'ai vu, Sarah, a-t-il dit avec confiance. Il n'est pas du genre à créer des problèmes. J'ai eu beaucoup de gens comme lui sous mon commandement. Ils ne m'ont jamais défié. Il n'osera rien dire, a raisonné Jason, sa voix dégoulinant de mépris.
Ce type passe son temps aux entraînements de football des filles et à s'inquiéter d'un changement de vêtements. Ce n'est pas un guerrier. Entendre sa condescendance m'a retourné l'estomac, mais je suis resté silencieux, respirant profondément pour garder mon calme. Mes poings se sont serrés en l'écoutant se moquer de moi. Son arrogance était exaspérante, mais je me suis retenu, sachant que Sarah se rendrait compte que j'écoutais si je réagissais. « Jason », a dit Sarah après une pause, son ton légèrement enjoué mais ferme. « Pourquoi ne restes-tu pas quelques jours de plus si tu veux me voir ? Je peux m'assurer que ta chambre est exempte de tracas inutiles et facilement accessible. » « Je ne peux pas », a répondu Jason, son ton s'adoucissant. « Je dois aller à Washington demain. Ça fait partie de l'ascension de l'échelle hiérarchique. J'y ai consacré plus de 20 ans et beaucoup d'efforts, et je me rapproche de mon but. » Sarah a hoché la tête pensivement et a changé de sujet. « Jason », a-t-elle demandé, « est-il vrai que les Rangers ont une règle de ne jamais abandonner un camarade ?» La poitrine de Jason semblait se gonfler de fierté. « Oui, absolument », a-t-il répondu. « Nous prêtons serment de toujours nous couvrir mutuellement. C'est une question de confiance, Sarah. C'est ce que signifie être un Ranger. » La voix de Sarah a pris un ton taquin. « Eh bien, » a-t-elle dit, « devrions-nous aller dans ma chambre ? Peut-être aimerais-tu passer la nuit avec un vrai héros. » Jason a hésité un instant, clairement tenté, avant de répondre en douceur, « Bien sûr, Sarah. Mais d'abord, je serais heureux de t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir avant que nous passions à une douce nuit. » Le ton de Sarah a soudainement changé, devenant plus sérieux. « Jason, » a-t-elle dit fermement, « pourquoi penses-tu que tu es meilleur que mon mari ? Les héros ont-ils vraiment besoin de médailles et d'insignes pour être considérés comme des héros ? » Jason a fait une pause, sa confiance habituelle vacillant légèrement. « Je ne suis pas sûr de comprendre la question, » a-t-il répondu prudemment. « Mon mari n'a jamais mis sa vie en danger ni servi dans une guerre, » a dit Sarah, sa voix ferme et résolue. « Il est resté à la maison, a entraîné l'équipe de football de notre fille et a assisté aux réunions parents-professeurs. Il n'a rien fait d'héroïque dans ton sens du terme, mais cela ne fait pas de lui moins un homme ou moins un héros pour moi. » Jason est resté silencieux, son arrogance momentanément maîtrisée alors que Sarah continuait. « Quand l'entraîneur de football des filles a été blessé dans un accident de voiture, Greg a pris la relève de l'équipe. Il ne connaissait même pas les règles au début, mais il a passé des heures à étudier des livres et à faire des recherches en ligne pour apprendre. Malgré les erreurs et les défis. Il est devenu un roc pour ses filles, en particulier pour nos filles. » Sa voix s'est adoucie, remplie de fierté. « Quand mon père a eu une attaque, Greg n'a pas hésité. Il s'est occupé de lui, montrant son amour et son dévouement à notre famille. C'est le genre d'homme qu'il est. C'est mon héros. » Jason semblait s'agiter mal à l'aise. Sa bravade se fissurait visiblement sous la défense inébranlable de Sarah à mon égard. Pourtant, elle n'avait pas fini. « Et quand notre fille June a été surprise en train de fumer dans le garage avec ses amis, Greg l'a confrontée devant eux. Il l'a mise à genoux et lui a donné une fessée, quelque chose que je n'aurais jamais cru qu'il ferait. June a couru dans sa chambre en pleurant, disant qu'elle le détestait. Greg est resté éveillé toute la nuit à s'inquiéter pour elle. Le lendemain matin, elle est venue le voir, s'est excusée et a juré de ne plus jamais fumer. Puis elle l'a serré dans ses bras. » La voix de Sarah s'est légèrement brisée, mais elle est restée calme. « C'est ce que signifie être un vrai père de famille, Jason. Ce n'est pas une question de médaille ou d'insigne. C'est une question de petites choses, de sacrifice, d'amour et de la force qu'il faut pour maintenir une famille unie. Greg est mon héros, pas toi. » Jason avait l'air abasourdi. Sa tentative de l'impressionner s'effondrait clairement. Sarah n'avait pas fini, cependant. « Jason, » a-t-elle dit fermement, « tu prêches l'honnêteté et la loyauté. Et pourtant tu es là à essayer de me convaincre de rompre mes vœux de mariage. Tu exiges que j'abandonne mes propres principes pour tes désirs égoïstes. Comment pourrais-tu t'attendre à ce que je fasse ça ? À trahir tout ce que je représente. Tu as peut-être été un héros sur le champ de bataille. Mais tu n'es pas un héros ici. Mon mari a mon cœur, et rien ne changera cela. » Le ton de Sarah est devenu de plus en plus détaché alors qu'elle confrontait Jason. « Tu prétends avoir consacré tant de temps à ta carrière et ne pas vouloir la risquer. Mais qu'en est-il de ma carrière ? Qu'en est-il de ma vie et des investissements que j'y ai faits ?
Tu n'as pas hésité à mettre en péril mon travail et mon mariage en venant ici et en te vantant de tes exploits. Est-ce que tu accordes si peu de valeur à moi et à ma vie? N'ai-je pas passé 2 décennies à construire ma vie? Mon mariage, ma carrière? A-t-elle demandé, sa voix ferme et inébranlable. Jason a hésité, clairement non préparé à son intensité. Après avoir écouté ton point de vue, Sarah, je comprends que je me sois peut-être laissé emporter, a-t-il admis, sa confiance habituelle vacillant. Je pense juste que tu es incroyablement belle et que nous avons partagé des moments inoubliables. Ces souvenirs t'appartiennent, Jason. Pas à moi, a répondu sèchement Sarah, son expression froide et résolue. Jason a hoché la tête avec hésitation, puis s'est excusé. Il est parti brusquement, fermant la porte derrière lui. Je suis resté figé dans la salle de bain, craignant que Sarah ne découvre que j'avais entendu toute leur conversation. Un instant plus tard, j'ai entendu la porte du bureau s'ouvrir et se refermer à nouveau, signalant que Sarah était également partie. Une fois certain que la voie était libre, je suis sorti et je me suis dirigé tranquillement vers ma voiture, composant le numéro de Jeff en traversant le parking. Plus tard dans la soirée, en aidant les filles dans la cuisine, je ne pouvais m'empêcher d'attendre anxieusement le retour de Sarah. Quand elle a finalement franchi la porte, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Sarah, je suis si content que tu sois à la maison ». Elle m'a lancé un regard perplexe et a expliqué qu'elle avait été occupée à finir des papiers, mais je ne l'ai pas laissé finir. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée, ressentant une vague d'émotion impossible à réprimer, la serrant fort, mon cœur débordant de joie et de gratitude. Quand je l'ai finalement lâchée, mes émotions encore visibles sur mon visage, June a gloussé et a taquiné, « Waouh, maman. Papa a l'air vraiment content quand il te voit, n'est-ce pas? J'espère que mon mari m'accueillera comme ça après 2 décennies de mariage. » A-t-elle ajouté avec un grand sourire. Sarah m'a regardé, étudiant mon expression, essayant clairement de comprendre pourquoi je semblais si euphorique. Elle n'a pas insisté pour une explication, et je n'en ai pas offert, mais elle a souri chaleureusement. June, j'espère que tu trouveras un mari comme ton père, a dit Sarah en hochant la tête en signe d'accord. Il est toujours plein de surprises et aime profondément sa famille. J'ai souri à ces paroles et je me suis dirigé vers le tiroir de la cuisine. J'en ai sorti un petit paquet joliment emballé et je l'ai tendu à Sarah. Elle l'a pris avec précaution, l'examinant avec un mélange de curiosité et d'anticipation. Lentement, elle a décollé le papier d'emballage, l'a mis de côté et a ouvert la boîte. En soulevant le couvercle, ses yeux se sont écarquillés et son souffle s'est coupé. À l'intérieur se trouvaient les boucles d'oreilles en diamant que j'avais choisies plus tôt dans la journée. Des larmes ont rempli ses yeux, et quand j'ai regardé mes filles, j'ai vu leurs yeux briller aussi. La pièce a été soudainement remplie de chaleur et de tendresse, comme si l'air lui-même nous avait tous enveloppés dans une étreinte. Je me suis approché de Sarah et j'ai délicatement sorti les boucles d'oreilles de la boîte. Avec précaution, je les ai insérées dans ses oreilles, ressentant un sentiment écrasant d'amour et de fierté. Sarah les a touchées légèrement, ses mains tremblantes, puis a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants d'émotion. En regardant le moment se dérouler, June a demandé doucement, « Papa, tu pleures ?» J'ai essuyé une larme de ma joue et j'ai souri. « Ce sont des larmes de joie, » ai-je répondu, la voix épaisse d'émotion. « Parce qu'il n'y a personne au monde de meilleur que votre mère. » Sarah s'est penchée, ses bras s'enroulant fermement autour de moi, et a murmuré, « Je t'aime, Greg. Merci pour tout. » Et à ce moment-là, entouré de ma femme et de mes filles, j'ai su que, quels que soient les défis que nous avions affrontés, c'était ma famille, ma plus grande réussite et ma plus grande joie.